on ne dit ni deux ni un, ok? You are watching SMB Channel. Salut à toutes et à tous, salut Bastien. Salut Clément. Bienvenue dans cette première émission du culte sortie des ronces. Et ouais, et pour démarrer on s'est dit que c'était pas mal d'en profiter pour fêter les 30 ans d'un film. Non, ouais. Enfin, vous aurez deviné de quel film il s'agit. Wayne's World, Megaton, excellent. Excellent. Ouais, excellent. On va donc parler de Wayne's World. Ou du Monde selon Wayne pour nos amis québécois. Bon, on imagine que déjà pas mal d'entre vous ont vu le film. Bah ouais, sinon vous seriez vraiment une belle bande de nuls. N'empêche, on va quand même vous le pitcher rapide. Mais bon, on va déjà laisser Wayne se présenter par lui-même. Moi, je m'appelle Wayne Campbell. Et j'habite à Aurora, Illinois, qui est dans la banlieue de Chicago. Excellent! Ouais, bon, j'habite encore chez mes parents, ce qui est pas seulement bidon, mais très triste. Par contre, je fais une émission sur le câble qui est canon. Question déconne, je suis pas le dernier. Mais la seule chose dont je rêve, ce serait qu'on me paye pour mon émission. Ça pourrait arriver. Ouais, je pourrais arriver à chier par la pile. Excellente présentation. Et si Wayne ne chiera pas par la pine, son émission se voit vite repérée par Benjamin, un producteur aux dents qui raye le parquet et qui décide de la vendre à son annonceur, un propriétaire de bornes d'arcade. Benjamin retrouve donc nos deux héros avec deux chèques endossables pour de 5 000 $ chacun. Et Wayne et Garth se retrouvent plongés dans le grand bain. En plus, Wayne fait la rencontre de la chewing Cassandra, chanteuse d'un groupe de rock qu'il réussit à séduire, et il s'achète même la guitare de ses rêves. Bref, tout va donc bien dans le meilleur des mondes. Heureusement, Garth voit bien que quelque chose cloche. Agenda Semeigné. Jeudi. OPA sur un programme débile de la télévision locale. Le saigné à bloc. Oh, je sais pas qui c'est, mais je l'ai plein. Excellent pitch. Mais maintenant, que dirais-tu Bastien de nous raconter un peu d'où ça vient le Wayne's World? Oula, quelle histoire. Tout commence, ou presque, au SNL. Attends, le SNL, tu veux dire le célèbre Saturday Night Live? Le Saturday Night Live créé par Lorne Michael en 75? Le Saturday Night Live qui, comme son nom l'indique, est diffusé en direct du 30 Rock de New York sur la chaîne NBC? Exactement, Clément. Quand il avait une dizaine d'années, Mike Myers a tourné dans une pub canadienne où la comédienne Gilda Radner jouait sa mère. Sur le tournage, il tombe littéralement amoureux d'elle. Et lorsqu'il apprend qu'elle joue dans une émission hebdomadaire, le jeune Mike se rue dès le samedi suivant sur le Saturday Night Live et tombe amoureux de l'émission par la même occasion. Dans les années 80, Myers rejoint le Second City, une troupe d'impro de Toronto où il développe le personnage de Wayne Campbell, personnage qu'il commencera même à porter sur le petit écran dans le Wayne's Power Minute. Puis il rejoint enfin, en 1989, l'émission de ses rêves. Malheureusement, ce fut cette même année qu'un cancer des ovaires emporta Gilda Radner. Elle fit sa dernière apparition au SNL en 1988. Triste histoire. Mais voilà, Mike Myers intègre le show comique le plus culte de l'histoire. Il se voit vite adjoindre les services de Dana Carvey, déjà bien implanté au SNL depuis quelques années. Excellent. Pour créer le personnage de Garth, il s'inspire directement de son frangin Brad Carvey, véritable nerd que les amis du NTSC connaissent bien parce qu'il est le créateur de Video Toaster, une machine permettant d'uniformiser le traitement vidéo. Je repositionne la parabolique sur camion régie jusqu'à 20,12 degrés est. Rebondir sur Westar Atlantique, balancer le signal jusqu'aux Açores, reprendre comme SAT6, puis on repart sur SATCOM par transpondeur 822, en direct sur la parabole Mr Big. C'est presque trop facile. Effectivement. D'ailleurs, dans Wayne's World 2, il portera en clin d'œil à son frangin un t-shirt avec le logo Video Toaster. C'est le bouquin de Unix? Ouais. Cool. Et c'est ainsi que le 18 février 1989, entre les invités Leslie Nielsen Excellent. et le groupe Cowboy Junkies, Je connais pas. Wayne et Garth font leur première apparition au SNL. Le succès est au rendez-vous et ils deviennent vite récurrents. Le show se verra même parodié dans le Télémaniacs de Peter Hyams qui sort la même année que le film Wayne's World, et dans lequel Jason Ritter se voit notamment confronté à Michael Patrick Hogan et Jimmy DeFilippis, grimés en Dwayne et Garth, deux versions zombifiées de nos héros. Et forcément, au Saturday Night Live, un tel carton implique son lot de guests de haut standing. Ainsi, le Wayne's World reçoit sur son canapé John Goodman ou encore Tom Hanks dans une émission devenue célèbre avec le groupe Aerosmith. Check one, check, syphilis. Check two, syphilis. Let's do it. Wayne's World. En tout cas, vu cet univers métal, il y a moyen de penser à Spinal Tap. D'ailleurs, Harry Shearer jouera dans Wayne's World 2.
Ouais, et le film culte de Rob Reiner fut lui aussi issu d'un sketch pour un pilote avorté intitulé The TV Show. Une émission à la Saturday Night Live. Je sais pas si Lorne Michaels avait Spinal Tap en tête, mais en tout cas, il flaire bien le filon autour de Wayne's World, et non content de leur offrir un pont d'or dans son émission, il décide de lancer également la production du film. 10 ans après les Blues Brothers. Déjà des personnages cultes du SNL qui avaient eu droit à leur flamboyante adaptation signée de ce génie de John Landis. Are you the police? No, ma'am. We're musicians. Mais ce coup-ci, Lorne Michaels décide de carrément chapeauter le projet en officiant directement comme producteur. Il signe un deal avec Paramount, déjà sur les rangs à l'époque des Blues Brothers, mais qui s'était fait damner le pion par Universal. Et plutôt que de refaire appel à John Landis, qui venait de boucler l'embrouillé dans le sac, ça leur a peut-être pas trop donné envie. Ouais, pas sûr qu'on y ait gagné au change non plus. C'est clair, mais Lorne Michaels préfère confier son film à Penelope Ferris, principalement pour sa proximité avec les milieux rock et notamment le heavy metal. Si elle a réalisé quelques fictions, Suburbia, un film de banlieue versus punk, avec Flea, retitré en français Les Loupards. Parce que les banlieusards c'était déjà pris pour le Joe Dante. Et elle a aussi réalisé Dudes, et qui pour le coup n'a pas de traduction française puisqu'il est jamais sorti en France. sans oublier The Boy Next Door avec Charlie Sheen, un film qui a un je ne sais quoi de Wayne's World. Mais c'est plus pour ses docu-rock The Decline of Western Civilization qu'elle semble avoir été choisie. D'ailleurs, il est souvent dit que Lorne Michaels a volontairement engagé une réalisatrice peu expérimentée dans le cinéma de studio. On parle quand même d'une production de 20 millions de dollars. Pour pouvoir garantir encore davantage son contrôle sur le film, et la mise en scène de Penelope Ferris est souvent critiquée. Alors c'est sûr, c'est pas du Scorsese, mais faut rappeler aussi qu'on est sur un tournage d'à peine un mois, calé pendant la pause estivale du SNL. Je n'en avais pas conscience. Russell, en avais-tu conscience? Non, je n'en avais pas conscience. Et niveau scénar, on n'est pas non plus au top de l'expérience, puisqu'il s'agit pour Mike Myers d'un premier film, tandis que les époux Bonnie et Terry Turner, avec qui il participe à l'écriture du SNL, s'ils ont déjà une solide expérience à la télé, n'ont scénarisé qu'un seul film, la comédie noire Funland. Alors je l'ai pas vu, mais vu le poster, tu te dis qu'il y a des films qui passent à côté de leur redécouverte post-Joker. Enfin, du coup, Ferris ne peut pas vraiment compter sur un scénario solide, ni même vraiment fini, les pages venant s'ajouter au quotidien. Habitués au SNL, Myers et les Turner avaient l'habitude de réécrire jusqu'à la dernière minute, ce qui est peu compatible avec un tournage de cinéma au planning déjà impossible. Elle peut quand même compter sur le chef-op hollandais Theo van de Sande, récemment installé à Hollywood. Van de Sande, tu veux dire le chef-op de Blade 1, mais aussi d'un paquet d'Adam Sandler? Dont Little Nicky. Et quand il signe La Lumière de Wayne's World, il vient de travailler avec Robert Wise sur Rooftops, curieusement retitré East Side Story en France, mais surtout sur un film qu'on adore, Miracle Mile, de Steve DeJarnat. Miracle Mile? Excellent! Dis, tu crois qu'il serait temps de faire un petit point casting avant de partir sur le tournage? Ben ouais. Alors je pense qu'on peut commencer par la méga bombe de la semaine, Tia Carrère. Tia Carrère, voici notre salut. Chouii! Dis, tu crois qu'on a encore le droit de faire ça en 2022? Je sais pas, Bastien. Après tout, on parle quand même d'un film réalisé par une femme. Et puis, si Wayne's World est un film où il y a ça... Allez, 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 allez. Un jour, elle sera mienne. Ah oui, un jour, elle sera mienne. C'est aussi un film où il y a ça. Du Scott Pilgrim avant le... Ouais, mais du coup, est-ce qu'on serait pas quand même face à un exemple de Dragon Lady? Oh, tu fais chier. Cassandra est quand même un personnage de femme indépendante. Et puis si Mike Myers s'était écrit un personnage de petite copine chinoise, ce qui a permis à Tia Carrère d'obtenir le rôle rapidement, c'était surtout pour satisfaire son amour des films d'arts martiaux asiatiques. Un fantasme qui n'assouvira pleinement que dans le deuxième épisode. Avec James Wong en plus, forcément moi je pense à Jack Burton. En tout cas, si certains avaient pu repérer furtivement Tia Carrère dans Harley Davidson et l'homme au Santiago, elle venait alors tout juste de tourner Dans les griffes du dragon rouge avec Dolph Lundgren et Brandon Lee.
Et bon, c'est peut-être pas à proprement parler un film culte, mais si comme nous, vous avez eu un grand frère fan de Bruce Lee, de Rocky IV et de Wayne's World, bah ça en devient un. Tia Carrère trouve avec Cassandra le rôle qui la fera connaître au grand public. Et pour mieux coller au personnage, elle prend un accent cantonais. Quand on est con, c'est pour la vie. Un accent qu'elle n'a pas en vrai, ni quand elle chante, et qui sera pas conservé dans la VF. Par contre, Wayne's World nous aura privé de Tia Carrère en maillot rouge, puisque pour jouer dans le film, elle refuse un rôle dans Baywatch. Mike Myers, je te hais. Oh ça va, tu t'es quand même bien rincé l'œil avec le serpent. Et là tu vas me dire que c'est une nuit en enfer avant l'heure peut-être? Dans le rôle du Playboy Benjamin, on retrouve Rob Lowe, espoir d'Hollywood lors de la décennie précédente. En jouant dans le mythique Outsiders de Coppola, il rejoint le Brat Pack, cette bande de jeunes acteurs qui participèrent à donner au teen movie américain ses lettres de noblesse. Jusqu'à ce qu'une affaire de sextape à base de threesome tournée en marge d'une convention démocrate ne vienne mettre un sérieux coup de frein à sa carrière. Une affaire de sextape en 1988, c'était quand même parmi les précurseurs. Ouais, le problème c'est qu'une des participantes n'avait que 16 ans. Aïe. Thank you, church lady! May I have another? Don't you ever do that again! En tout cas, Wayne's World lui permet de se remettre en selle et scellera son amitié avec Mike Myers. Sur ce tournage éclair, il n'hésite pas à l'épauler en lui montrant les rudiments d'un tournage à une seule caméra, auquel le comédien de télé n'était pas habitué. Il retrouvera d'ailleurs Mike Myers pour les Austin Powers, d'abord dans un savoureux caméo dans le premier film, puis pour les suites, il reprendra le rôle du jeune numéro 2, le numéro 2 de du Docteur d'Enfer. D'ailleurs, vu qu'on est sur le cast, on notera que la nana qui l'emballe au début du film n'est autre que Ione Skye, mannequin et actrice. Mais aussi fille du génial Donovan. Et si elle a pas forcément une carrière de dingue, elle apparaît quand même dans deux films qu'on adore, Terrain d'entente et Zodiac. Qui avait d'ailleurs du Donovan dans sa BO. Dans le rôle du bras droit Russell, on retrouve le visage familier de Kurt, non pas Russell, mais Fuller, qui a joué dans un beau paquet de films et séries depuis la fin des années 80. D'ailleurs, vu que tu en parles, t'as déjà trouvé Kurt Russell sexy quand il s'habille en fille ? Tiens, une petite anecdote, tu savais que le rire de cette scène n'était pas joué, mais un vrai fou rire de fatigue repris d'une prise foirée? Non, je l'ignorais. Tu voudrais nous dire un petit mot de Stacy ? Oh, Robotouf. Stacy, c'est l'ex de Wayne. Et quoi de mieux pour interpréter une méga chieuse que de prendre une actrice ayant la réputation de méga chieuse ? Effectivement, lorsque Wayne's World est mise en production, Lara Flynn Boyle est connue pour son rôle de Donna Hayward, l'une des habitantes de Twin Peaks, la bourgade qui donne son titre au feuilleton culte de David Lynch et Mark Frost. D'ailleurs, au moment du tournage, la série vient de terminer la diffusion chaotique d'une saison 2 qui marquera son annulation. De toute façon, Lara Flynn Boyle était déjà indésirable. En effet, entretenant une relation avec l'acteur Kyle MacLachlan, sa jalousie l'a poussé à interférer directement sur le travail du scénariste Mark Frost en mettant du plomb dans l'aile de la romance qui liait l'agent Dale Cooper au personnage d'Audrey Horne. Ah ouais, la méga chieuse. Du coup, elle est carrément écartée du film Twin Peaks Firewalk With Me et son rôle est confié à Moira Kelly. Bon, en tout cas, on la retrouvera dans une poignée de films des années 90, notamment Suzanne à un plan. De John Landis ? De John Landis. Dans le rôle de Noé Vanderhoff, un acteur qu'on aurait pu retrouver chez John Landis, mais qu'on a plutôt vu du côté d'Ivan Reitman, mais surtout chez Harold Ramis, dont il était l'acteur fétiche. Brian Doyle Murray, frère de Bill Murray, surtout connu pour ses rôles comiques, mais qui, au moment de Wayne's World, venait tout juste de jouer Jack Ruby dans le JFK d'Oliver Stone. Et dans le rôle de sa femme, Madame Vanderhoff, Colin Kemp. À mon tour de sortir ma petite anecdote. Colin Kemp jouait la servante Yvette dans Cluedo, coécrit par John Landis. Or, il se trouve que pour cette adaptation ciné du célèbre jeu de société, plusieurs fins furent tournées et diffusées aléatoirement selon les cinémas, une idée qui venait d'ailleurs de Landis. Mais au moment de l'exploitation vidéo, celles-ci furent toutes réunies et mises bout à bout. Désolé de vous spoiler Wayne's World, mais bon, tous ceux qui l'ont vu se souviendront de sa fin à tiroir. Ce qui fait que Colin Kemp aura joué dans 2 films à fin multiple et simultanée, ce qui, dans l'histoire du cinoche, n'aura pas été si fréquent. Excellente anecdote. Un mot de la bande de Wayne, avec Dan Bell et sa gueule d'Hercule Disney et sa chevelure tout à fait à propos. Un acteur qu'on a croisé dans le Darkman de Sam Raimi. Good shooting.
mais aussi Lee Tergesen, principalement connu pour son rôle hardcore du Nord de Thomas Beecher dans Oz, mais qui à l'époque était pour moi Chet Donnelly de la série Code Lisa avec Vanessa Angel, autre grand chapiteau des années 90. Chouing! Il reprenait le personnage haut en couleur de bidasse débile tenu par un Bill Paxton encore plus allumé dans le film original de John Hughes. Un petit mot aussi de Frédéric Coffin, alias l'officier Kowarski, qui est ici dans ce qui semble être un véritable emploi, puisque l'acteur aura aussi enfilé l'uniforme dans Randonnée pour un tueur, Échec et mort ou Identity. Code, poulet, policier, flic, il connaît. Moi aussi je disais ça aux policiers quand j'avais ton âge. Enfin, un petit mot du rôle méta de Frankie Sharp de Sharp Records. Mr. Big! Et oui, dans le costard de l'impresario, on retrouve Frank DiLeo, qui connaît bien le game, puisqu'il fut un gros ponte de la musique dans les années 60-70. Il s'occupa notamment de la promotion des albums de Donovan. Décidément. Et surtout, il devint le manager de Michael Jackson, suite au succès de Thriller. D'ailleurs, le personnage de Joe Pesci dans Moonwalker est un clin d'œil, puisqu'il se nomme Frankie Lideo. Lideo. Frankie Lideo. Et Wayne's World fera aussi un clin d'œil à ce clin d'œil, puisque Mr. Big est également le surnom du personnage de Moonwalker. Frank DiLeo était même producteur exécutif sur le film Péché d'orgueil de Jackson. Ce fut même cette production cauchemardesque, combinée avec la tournée éprouvante de Bad, qui fut le déclencheur de leur séparation. Du coup, tu crois que c'est pour se venger de Joe Pesci qu'il le bute chez Scorsese ? Possible. En tout cas, rien qu'avec les deux Wayne's World et les affranchis, je crois qu'on peut bien considérer Frank DiLeo comme un acteur culte des années 90. À n'en point douter. Autre comédien culte des années 90, Chris Farley, qui joue ici le gorille lors du concert d'Alice Cooper pour sa première apparition au ciné. Il aura dans Wayne's World 2 un rôle de Roddy plus conséquent. S'il faut que je me casse, je vais aller où? Membre éminent du Saturday Night Live, You remember that? Yes. Il marquera une histoire plus sombre du show. Notoirement alcoolique et addict à de multiples substances illicites, ses dépendances lui causeront des suspensions répétées dans l'émission. Il formera malgré tout un duo avec David Spade pour 2 films au cinéma, mais aussi avec Matthew Perry pour Les Premiers Colons. Il tiendra aussi le premier rôle du film Le Ninja de Beverly Hills. Mais le 18 décembre 1997, Chris Farley décède d'une overdose. Il avait 33 ans. Adam Sandler lui composera une chanson hommage, tandis que Ben Stiller et Jack Black s'en inspireront pour le personnage de Jeff Portnoy dans Tropic Thunder. Allez, on reste du côté du SNL, mais avec une histoire un peu plus joyeuse. En effet, la fille de rêve de Garth n'est autre que Donna Dixon, qui, en 83, rencontre Dan Aykroyd du SNL sur le tournage de Docteur Détroit. Ils tombent amoureux et se marient la même année, le sont encore aujourd'hui, ont 3 enfants, et auront de nouveau partagé l'affiche sur Parle à mon psy, Ma tête est malade, et Drôle d'espion de John Landis. Allez, on termine ce petit point casting avec Mike Haggerty, qui, s'il n'a pas fait partie du SNL, a en revanche pu tourner dans tout ce que les sitcoms ont pu sortir de plus culte à l'époque, de Seinfeld à Friends. Et, pour rester dans les sitcoms cultes, c'est bien le monumental Al Bundy, Ed O'Neill himself, qui joue ici un rôle à pas piquer des hannetons, le dépressif tenancier du Stan Mikita's Donuts. Et cerise sur le gâteau, en bon film rock'n'roll, Wayne's World peut compter sur quelques guests de poids. Les géants verts de la haine. Il y a les pus du cul. Les pus du cul, ça donne quelque chose? Non, ça daube. Alors ils ont choisi un nom valable. Qui d'autre? Notamment en videur du Guesswork, l'excellent Meat Loaf qui nous a quitté le mois dernier. C'est vrai. Mégateuf. Et évidemment Alice Cooper dans son propre rôle, qui nous gratifie d'une petite performance grand guignolesque du morceau Feed My Frankenstein, face B de son dernier album d'alors. Nul doute que c'est cette apparition dans le film qui lui permet d'ailleurs de le sortir ensuite en single. Et pour l'anecdote, ce pauvre Alice Cooper, qui pensait de devoir improviser quelques mots, a découvert sur le plateau même qu'il devait en fait réciter un monologue de plusieurs pages sur les origines de Milwaukee. Ça se prononce Milwaukee. Ça signifie en algonquin la bonne terre. Figure-toi que j'en savais rien. Effectivement, il a dû moins galérer avec ses répliques chez Carpenter. Apparemment, à l'origine ça devait être Aerosmith pour le live et c'est backstage, mais Spheris insista pour que ce soit plutôt Alice Cooper, plus surprenant. Et plus spectaculaire. Vu qu'Aerosmith était déjà apparu dans le SNL. Cela dit, selon Lorne Michaels, Aerosmith aurait de toute façon carrément refusé le premier film et n'aurait révisé leur jugement qu'après le succès pour venir faire une apparition dans le second. Et comment conclure ce point casting J'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. sans évoquer le caméo de Robert Patrick, Hey, tu connais ce garçon? alias le T-1000.
Mais oui, tout le monde se souvient de cette vanne, mais elle a pas été sans faire d'histoire. À la base, c'est Lorne Michaels qui a eu le contact de Robert Patrick et qui a insisté, et on comprend vu le carton que faisait Terminator 2 en salle, pour inclure encore une fois à la dernière minute ce caméo dans le film. Et ça n'a pas du tout été du goût de Mike Myers qui détestait cette idée. Il ne s'en cache d'ailleurs toujours pas en interview. Pas plus que Robert Patrick qui en parlait récemment dans une interview carrière pour Mad Movies, où il disait bien que Myers avait été assez con avec lui. Et comme Penelope Ferris, elle, aimait bien l'idée, et qu'en plus elle s'est super bien entendue avec Robert Patrick, forcément, ça a dû tendre un peu une relation entre acteur et réalisatrice qui avait pas besoin de ça. Ah, c'est le moment où on aborde le tournage un peu compliqué ? Bah, on a déjà parlé du planning hyper serré et du scénario apparemment bien bordélique. On peut commencer par dire que si le film se déroule à Aurora, Illinois, il a été quasi intégralement tourné à Los Angeles. D'ailleurs, Penelope Ferris s'amuse à raconter que des mecs d'Aurora lui ont déjà parlé de coins qu'ils reconnaissaient dans Wayne's World. Elle avait beau leur expliquer que c'était impossible, ils en démordaient pas. S'ils savaient que Myers raconte en interview n'avoir jamais foutu un pied à Aurora, mais l'avoir juste choisi pour la sonorité du mot. Ouais, en gros, une petite équipe y a juste tourné quelques plans de coupe, comme ce fameux plan sur le Spindle. Et encore, la sculpture ne se trouve pas à Aurora, mais dans la ville voisine de Berwyn, et elle a fini par être démantelée en 2008. Ouais, mais pour le Stan Mikitaz. Un décor. Le nom du diner fait référence à Stan Mikita. Je l'aurais jamais deviné. Un héros de l'équipe de hockey de Chicago. Les Bulls. Les Blackhawks. Mais oui, les Blackhawks de Chicago, évidemment. Et on peut noter aussi que le tournage à Los Angeles, dans les studios de la Paramount, leur a permis d'improviser la scène parodiant le générique de Laverne and Shirley. Mais c'est quoi le Laverne and Shirley ? Meilleurs amis du monde. Laverne and Shirley est un spin-off de Happy Days, également créé par Gary Marshall et avec dans les rôles titres Cindy Williams et Penny Marshall. Un peu normal qu'on connaisse pas puisque la série est inédite en France. Ah ok. Et alors, on peut maintenant aborder le tournage un peu compliqué ? Attends, ça va pas du tout. Comme on l'a déjà dit, il y a déjà cette histoire du caméo de Robert Patrick. On pourrait aussi parler en retour du refus de Ferris de tourner la scène de pièces pleines de mecs entraînés comme dans un film de James Bond. Mais en même temps, on peut comprendre vu la logistique qu'implique un tel gag. Et on peut comprendre pourquoi Mike Myers a insisté pour la tourner. C'est clairement Austin Powers avant l'heure. En tout cas, il faut bien dire que Myers a pas la réputation d'être facile sur les plateaux, et le tournage de Wayne's World n'y est sûrement pas pour rien. Et il ne s'en cache pas en interview, expliquant qu'il a eu du mal à gérer la pression de ce premier film, le planning serré, ainsi que des problèmes de santé touchant sa famille. Il admet avoir été compliqué sur le tournage. Et le point culminant de cette mauvaise ambiance a certainement été atteint lors du tournage de la scène la plus culte du film. C'est l'heure de Bohemian Rhapsody, les amis ? Génial, ouais. Bon, l'histoire est connue, et déjà, ça partait mal, puisque Penelope Ferris et Lorne Michaels, qui décidément devaient beaucoup aimer Terminator 2, voulaient pour la scène un morceau de Guns N' Roses. Mais Mike Myers, lui, voulait tellement le fameux Bohemian Rhapsody de Queen qu'il menaça carrément de quitter le projet. Et la suite fait partie de la légende. La scène devient instantanément culte, alors que le groupe tombait quelque peu en désuétude aux États-Unis. Wayne's World a complètement relancé le rat du groupe là-bas, et le morceau s'est retrouvé deuxième au Billboard. L'extrait du film fut même remonté en clip pour la télé et gagnera MTV Video Music Award. Quelques semaines à peine après le décès de Freddie Mercury. D'ailleurs, Mike Myers avait transmis une copie de la scène directement à Brian May, qui confirmera l'avoir visionné à l'hôpital avec Mercury, qui se serait bien marré et aurait ajouté « Il a bien fait d'insister ». Du coup, retour de bâton logique, Mike Myers se voit confier dans le biopic Bohemian Rhapsody le rôle d'un producteur dubitatif. Ah bah c'est le genre de chanson que les adolescents jouent à plein volume dans leur voiture pour faire tourner les têtes. Bohemian Rhapsody sera jamais ce genre de chanson. Aïe! Ils sont sympas à Hollywood avec leurs coups de coude, mais ça fait plus mal qu'un vaccin. En tout cas, c'est dire l'importance de Wayne's World dans la carrière de Queen. C'est clair, sans ce film, on aurait peut-être eu vachement moins de mecs beurrés, hurler bras dessous, Maman! Ouh. Tu préfères le lac du Connemara ou les démons de minuit, peut-être? En tout cas, si la scène a fait headbanger toute une génération, et peut-être créé quelques accidents au passage, elle fut aussi une grosse galère à tourner. Si le fait que Dana Carvey connaisse pas les paroles est un moindre problème et est vite assumé en gag, ce fameux headbanging détruit littéralement les cervicales des deux acteurs, qui se plaignent également de maux de crâne qu'on devine aisément quand tu te dis qu'ils ont dû répéter le mouvement pendant des heures. D'ailleurs, Mike Myers dit qu'on peut repérer les séquences tournées les jours suivants tant les deux acteurs n'arrivaient plus à tourner la tête et jouent raide comme des piquets. Néanmoins, l'équipe arrive à boucler le tournage. À la toute dernière minute, puisqu'à peine sa dernière scène en boîte, Dana Carvey est jetée dans un avion pour rejoindre la côte Est pour le direct du premier SNL de la saison. Et lorsqu'il sort le 14 février 1992, Wayne's World est un carton. Il rapporte 100 millions de dollars et achève de rendre les deux personnages complètement cultes. Wayne et Garth apparaissent dans le clip de Hot and Bothered des Cinderella qui accompagne la sortie du film, avec donc celui de Bohemian Rhapsody.
et un autre pour Ballroom Beats, reprise des suites par Tia Carrere. A noter que le morceau avait connu les joies d'une adaptation française sur le premier album des Wampas. En bon film culte, Wayne's World a eu évidemment droit à son sublime poster ghanéen. Incroyable! Et, comme bien des films de l'époque, Wayne's World a aussi eu droit non pas à une, ni deux, mais bien 3 adaptations en jeu vidéo. Une sur NES, une autre sur Super NES, ainsi qu'un espèce de click and play sur PC. Trois adaptations, toutes complètement et incroyablement nulles. Et en octobre 1992, le film débarque enfin sur les écrans français, auréolé d'une VF qui bénéficie d'une aura toute particulière. En effet, on peut aussi dire qu'elle est incroyablement nulle. Mais dans le bon sens du terme cette fois-ci, puisque l'adaptation est signée par Alain Chabat et Dominique Farrugia. Zing. Un choix tout à fait logique, puisque Les Nuls venaient de réaliser pour Canal Les Nuls, l'émission, l'une des nombreuses tentatives de proposer un Saturday Night Live à la française. En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris, et en public... Ils avaient du mal à traduire certains gags. Il y avait des fausses pubs, des trucs qui étaient vraiment très très américains. Donc ils nous ont appelés en nous disant « Tenez, regardez ce film et dites-nous si vous avez envie de bosser dessus ». En tout cas, nul doute que cette VF a participé au culte du film en France et a gonflé le compte en banque de nos deux nuls. Ça nous a rapporté une somme difficilement concevable pour un esprit humain. Un truc, quand même, ouais, on a été très très bien payé. Chabat et Mike Myers se retrouveront d'ailleurs plus tard autour d'un doublage, puisque les deux acteurs prêtent tous de leur voix au personnage de Shrek. Bon, Chabat et Farrugia, c'est l'adaptation. Mais au niveau doublage en lui-même, Wayne's World bénéficie de la crème de la crème. Prêtant sa voix à Wayne, Emmanuel Curtil, doubleur culte de Jim Carrey, Ben Stiller ou Matthew Perry dans Friends. Pour Garth, c'est Michel Didim qui se charge du doublage, une voix beaucoup moins célèbre puisque le comédien s'est principalement illustré au théâtre. Pour doubler Cassandra, on retrouve une autre voix de Friends, celle de Monica, l'incontournable Maïk Dara, doubleuse de Whoopi Goldberg, Pam Grier, Angela Bassett, enfin bref, de toutes les actrices noires hollywoodiennes, mais aussi d'actrices un peu moins noires comme Michelle Pfeiffer ou Marie-Elisabeth Mastrantonio. Eric Herson Mackerel, qui prête sa voix à Benjamin, est également une star du doublage puisqu'on le retrouve derrière Willem Dafoe, Robert Carlyle ou le James Bond fragile Daniel Craig. On notera aussi la curiosité d'entendre la vraie voix d'Alice Cooper, qui lui a droit à un étrange surdoublage. Oui, Pete. Du côté de Lorne Michaels, ce succès lui donne de la suite dans les idées et on aura ainsi droit à une véritable série d'adaptations des sketchs du SNL. On retiendra notamment le bien chelou Coneheads, également écrit par Bonnie et Terry Turner, et réalisé par Steve Barron, certainement choisi pour sa connaissance des make-up après Tortue Ninja. Mais aussi Une nuit au Roxbury, début cinématographique de Will Ferrell, qui reprend avec Steve Catan les personnages des frères Boutabi, immortalisés par le sketch What is Love avec le guest Jim Carrey. Et évidemment, une suite basiquement appelée Wayne's World 2, qui sort moins de 2 ans après le premier. Évidemment, Penelope Ferris n'est pas rappelée à la réalisation. Elle se voit remplacée par Steven Surgic, un réalisateur pas franchement plus prestigieux. Un Wayne's World 3 fut également évoqué au début des années 2010, la rumeur faisant état d'un Wayne retourné vivre chez ses parents et qui, découvrant internet, décide de relancer le show avec Garth pour reconquérir Cassandra. Je crois qu'on saura jamais si c'était bien là une bonne idée. Peut-être pas, non. En tout cas, Wayne et Garth appartiennent clairement aux années 90. On peut même dire qu'ils s'incluent parfaitement dans le renouveau d'une comédie américaine qui voit les personnages cyniques et décontractés faire face à l'arrivée de purs gogoles tels que les héros de Dumb and Dumber, de Ben Stiller, de Will Ferrell, de Steve Carell. Quand j'en aurai fini avec vous, ma maman viendra me récupérer pour rentrer chez moi. Ou pour la France, d'Eric et Ramsey. C'est vrai qu'ils sont assez annonciateurs des personnages de Judd Apatow, que ce soit par leur immaturité que par leur côté plus geek. On pourrait presque dire qu'ils préfigurent ceux de Big Bang Theory. En tout cas, si Obama rendait hommage à l'interprète de Star Trek en ces mots, bien avant que les nerds soient à la mode, il y avait Leonard Nimoy. Nous, on se permet d'ajouter qu'entre les deux, il y avait aussi Wayne et Garth. C'est clair, on parle d'un film qui fait des clins d'œil directs à Mission Impossible, la 4ème dimension, ou encore Frankenstein et Scooby-Doo. Mais aussi un film qui évoque un peu le jeu vidéo et beaucoup le métal, deux champs culturels qui triomphent aujourd'hui sans l'appui d'un média aussi puissant que la télévision. Et comme on disait, ils ont aussi eu droit à leur Wayne of the Dead bien avant que la parodie zombie devienne à la mode.
On pourrait aussi accorder à Wayne's World une place particulière dans l'évolution des médias. Alors oui, c'est une émission fictive diffusée sur un grand network, n'empêche qu'elle s'inspire des chaînes du câble, éditorialement plus libres. On pourrait aussi penser en France au phénomène des radios libres de la décennie précédente. Mais aussi à l'émergence des youtubeurs qui aura lieu la décennie suivante. Bah ouais, en bon ancêtre des youtubeurs, Wayne et Garth tournent à domicile, ont recours aux effets de mise en scène les plus basiques. Extrême gros plan et zoom. Et font des tops. Mais du coup, si nous aussi on est youtubeurs, on pourrait se faire un petit top. Tu proposes quoi? Allez, un petit top d'anecdotes sur Wayne's World. Un petit top d'anecdotes sur Wayne's World? Ok, c'est jouable. Numéro 1, Famille Adams. Et ouais, profitant de la sortie de la Famille Adams de Barry Sonnenfeld, une bande-annonce parodique a pu être tournée sur le plateau même du film. Excellent. Un râtelier? Un flingue? Figurez-vous que c'est inspiré d'un véritable cadeau offert à Mike Myers par une ex bien barge apparemment. Caméo, car Terry Turner, scénariste du film, fait une petite apparition dedans. Ainsi que Penelope Ferris, mais bon, j'ai juste vu ça sur internet donc je suis pas sûr. Super info. Il paraîtrait que le panneau No Stairway viendrait du fait que la production n'ait pas eu les droits du morceau pour cette scène. Il paraîtrait? Mais c'est sûr. Ouais, enfin je crois parce qu'il y en a aussi qui disent que c'est inspiré de véritables panneaux apparus dans des magasins de gratte en Angleterre. No Stairway? C'est dingue! En tout cas, un truc sûr, c'est que Garth est un véritable geek, et qu'on peut même repérer une Game Gear dans toute son installation de piratage. Casquette, ben ouais, si cette scène marque surtout par les prouesses corporelles de Mike Myers, c'est aussi la seule des deux films où Wayne ne porte pas sa fameuse casquette. Dana Carvey joue lui-même son solo de batterie, bien que n'étant même pas vraiment batteur. Trop fort. Et pour ce qui est de la 4ème dimension, l'épisode raconté par Garth n'existe pas. Par contre, il y a moyen de penser à l'épisode Le Silence est d'argent, où il est effectivement question de langue et de pacte. J'ai proposé un pari à Monsieur Tennyson. Mais alors, pas de langue turgescente et de bébé langue? Bah non, vu que c'est l'un des rares épisodes non fantastiques de la série de Rod Serling. Caméo? Encore? Ouais, mais là c'est pour dire que Wayne et Garth apparaissent dans l'album Ricky chez les Ricains de Franck Margerin. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Enfin, Garth Mobile. Ready to party, guys? Bah ouais, c'est la Garth Mobile originale, modèle AMC Pacer, qui en 2015 fait l'objet d'enchères dans la célèbre émission Pawn Star, où elle a été vendue 37 400 $. Pas cher. Enfin, moi je les ai pas, mais... Sûr, parce qu'elle est depuis réapparue à la vente en ligne. En tout cas, on n'ira pas jusqu'à dire que Wayne et Garth auront influencé toute une génération de youtubeurs, n'empêche qu'ils en ont déjà quelques codes. Et comme les youtubeurs, ils sont très vigilants vis-à-vis de leurs sponsors. Pour moi, se prostituer est la dernière des concessions. Plus largement, ils se confronteront à leur échelle au travers des masses médias et de la standardisation. Voire du fameux politiquement correct, une problématique déjà très en vogue dans l'Amérique des années 90. Un éloge du homemade, une critique de la télévision, par des gens de la télévision. Eh Bastien, t'as fait un haïku? Excellent! En tout cas, Wayne's World est un véritable film culte. Déjà un vibrant hommage à ce qu'on appelait encore la sous-culture. De ceux dont la VHS nous a permis de voyager, nous qui venons du Cotentin. Salut, on est dans le Cotentin. Wayne's World, c'est aussi un film godardien. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2, caméra 1. Venez! Une grande œuvre expérimentale, brisant le 4e mur pour mieux explorer les dilemmes moraux les plus complexes. Un homme qui tue un homme au combat est un héros de guerre. Mais s'il agit sous l'emprise de la passion, c'est un criminel. Ouais, on pourrait carrément dire un chef-d'œuvre intemporel qui nous a appris ce qu'est le cinéma. Et même plus, beaucoup plus que ça. Wayne's World a montré au monde le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Poisson d'avril!
Yeah, we'd never shamelessly rely on a celebrity cameo. Right, Cardi B? Yeah! All right. Wayne's World, yummy time, excellent! Et c'est... coupé! La seule motivation qui reste à notre époque, c'est le nombre de vues. Ça, c'est vraiment triste.